Aujourd'hui à l'émission, on découvre un univers musical coloré. On est touché par une autrice et on fête le vieux Saint-Eustache avec Caroline. Bienvenue sur ma terrasse. OK, c'est une entrevue de plaisir, je suis presque certaine. Je le sais déjà d'avance. Michel, yes. Mathéo, oui. Vous êtes du groupe Flight of the Oryx. Voilà. Donc, vous êtes deux du groupe, vous êtes ouais. 5 par exemple. C'est ça, et alors il y a Rafik qui est chanteur, il y a Loussam le bassiste, Jules qui est keyboardiste, Michel et moi. Yes. Puis vous, ben là, on est ici parce que vous êtes demi-finaliste ouais. Au Festival international de la chanson de Grimby. Exactement. Qui est connu, qui en a sa 53e ou 56e édition. Là. On disait beaucoup là-bas. 50 ans et plus. Ouais, voilà. Donc, mais on connaît bien ça. Mais là, moi, c'est votre style qui m'a vraiment enjoué, frappé. J'ai vu une photo, j'ai fait « Ah, je sais pas ce qu'ils font ». Puis dès la première note de la première chanson, j'ai fait « Hey, attends une minute, là. C'est mon amour, viens écouter! » C'est quoi votre univers? Tu sais, pour les gens qui vous connaissent pas. Ouais. Ben, je dirais que Flight of the Oryx, on appelle ça disco punk. Donc, en fait, c'est quelque chose de très dansant. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'en spectacle, qui est vraiment notre force, c'est que ça soit dansant, que ça tourne en mosh pit quasiment, et que vraiment le but, c'est d'en mettre vraiment plein tout le long de la soirée pour que on défonce toute la scène, en fait. Ouais, c'est l'énergie qui est le concept central en live. C'est vraiment, si tu bouges pas, c'est pas bien. Ah, mais non, on peut pas bouger là, quand on entend votre musique. Là. C'est dur à décrire, mais c'est tellement plein d'énergie puis de couleurs. Tu sais, ouais. On a pas mal d'influences. C'est sûr que, attention, c'est pas trop disco punk, mais Radiohead, ça a été une de nos plus grosses influences pendant longtemps. Au début, on était bien là-dedans, là, mais même après les Strokes un peu aussi, là, on a bougé là-dedans. Mais c'est ça, c'est récemment qu'on a plus... tranquillement, on a comme plus dirigé notre identité comme vers le disco punk, comme tu as dit. Fait que là, Radiohead puis Strokes prennent un peu le bord tranquillement. On essaie de les éloigner des fois, mais ça revient tout le temps naturellement quand même. On garde quand même nos influences. Ouais, c'est ça, veut pas. Près de nous, mais vous avez votre signature. Il n'y a pas d'autre. En tout cas, moi, je trouve que vous êtes très unique. Ouais. On essaye. On essaye. Ah, ben ouais. C'est le but. C'est le but, hein, ouais. On peut peut-être nommer quelques chansons parce qu'on peut vous entendre sur les... vous êtes quand même beaucoup là, sur Internet. Là. On vous trouve facilement. Oui, ben, on est sur toutes les plateformes. Donc, évidemment, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, iTunes, tout ce que tu veux. C'est ça, avec le groupe, on a créé justement une entreprise où on s'auto-produit, où chacun a ses rôles. Donc que ce soit la production de vidéos, production de visuels, on a tout un plan marketing qui est établi pour l'année. Puis là, justement, on se réfère tous à ça, puis ça fait que la machine, elle roule assez vite. Et c'est comme ça qu'on marche au sein de Flight of the Oryx. Vous êtes des artistes avec un plan d'affaires. J'adore ça. Ah, ça. J'adore ça. Ben, ce qui se passe, c'est qu'au début, moi, j'ai étudié en admin, en marketing. Puis avec justement Loussam qui a la fibre aussi, qui m'a rejoint là-dedans, on a été chercher des formations, tu sais, pour vraiment adapter ces connaissances-là dans le milieu de la musique. Parce que tu sais, avant ça étant le show qui, je pense, est l'année 1 pour vrai de Flight of the Oryx, que je pense c'est Hubert Lenoir. Tu sais, avant ça, il y avait avant Hubert Lenoir où on était au cégep, on avait vite fait les réseaux sociaux, tu sais, mais la machine était là, il y avait des idées, mais c'était pas aussi sérieux. Mais là, à partir de là, on a comme réalisé que, ouais, OK, on a de quoi à produire, on est là. L'industrie attend ça de nous et il y a vraiment plein de trucs à mettre en place. Et c'est depuis ce moment-là, depuis ce show-là, je pense qu'on a tout shifté. On peut dire en quelle année, ça? C'était en 2022. C'était fin 2022. Ouais. Donc Puis, ouais, c'est ça. Au début, c'était devait être les 3 accords, mais il y a eu la COVID. Et donc, ils nous ont annulé le show. Puis là, j'ai renégocié pendant 2 ans. Puis au final, ça s'est transformé en Hubert Lenoir. Qui est mieux en bout de ligne. Ben, en tout cas, il est plus ça ressemble plus à ce qu'on fait comme musique, je pense, en termes de. Ouais. On a aussi à peu près
plus le même âge. On peut-être en temps comme énergie, mais vous êtes vraiment, en tout cas, coloré, là, j'adore ça. Les vidéos aussi. Ouais. C'est quoi ça, c'est plus toi? Ouais, plus. Ben après, je vois tout le temps, tout le monde aide quand même là, mais disons que c'est sur papier, c'est mon domaine. Mais ouais, ben tu sais, j'ai étudié en cinéma avant d'aller étudier en musique, fait que ça l'a aidé à avoir quelques bases là, mais en tant que tel, je me creuse pas la tête sur qu'est-ce qui, justement, quand on a commencé à faire des reels puis des TikTok pis des affaires de même. Mon âge me trahit, j'en écoute pas. Donc, je savais. J'en écoute pas bien, moi non plus. Mais tu sais, genre, T'as interprété, quoi. Ouais, Tu te dis, ouais, les jeunes, ils doivent aimer ça comme ça, et TikTok. non, mais après, c'est ça, c'est que je sais pas tant que ça, fait que je fais juste faire des trucs que moi je trouve drôles. Puis mes influences vont dans plein de directions, fait qu'après je ramène ça dans un tout. Je prends des idées pêle-mêle, puis ce que je trouve drôle ou efficace, ou des fois juste beau, ça donne ce que ça donne, mais je m'inspire beaucoup de classiques. Denis Drolet, par exemple, dans Le Monde absurde. Il y en a une couple d'humoristes québécois comme ça que je vais chercher. Mais après, c'est ça. Il n'y a pas de recette fixe. C'est vraiment juste, je trouve tout ça drôle, oui. Je trouve tout ça absurde, oui. Tu fais confiance, on y va. Ouais, c'est ça. Les gens te font confiance. Ouais, c'est ça. Puis après, ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et vous chantez en français, en anglais aussi. Ouais, ben je te dirais que ce serait comme 80% français, 20% anglophone. Le 20% inclut ce qu'on faisait au début de notre carrière de groupe. Tu sais, au début, on était vraiment anglophone, vraiment Radiohead, tout ça. Ouais. Puis après ça, on a comme réalisé qu'on allait tranquillement, pas vite, vers du francophone, plus énergique. Donc, ça a été une longue progression. Ouais. Ça, c'est le fun, j'aime ça. Francophone, c'est plus énergique. Tu sais, ouais. Des fois, on a tendance à dire en anglais, ça bouge plus, non? Ah non, il y a plein de groupes français. Puis le festival de la chanson internationale, de la chanson de Granby, c'est venu comment? Vous vous êtes dit, on participe à ça. Ouais, ben je pense que c'est Loussam? Ouais, c'est Loussam. Ouais, c'est ça. Loussam, à un moment donné, le bassiste, c'est abonné à toutes les infolettes de tous les concours vitrines du Québec. Puis là, on a commencé à un peu faire l'inventaire de tout ce qui s'en venait. Puis on s'est dit, pour vrai, là, c'est ce que ça prend pour vraiment passer au niveau supérieur. Sur la map parce que ça fait des années où, tu sais, j'ai un dossier de presse avec des descriptifs photos, tout ce que tu veux. Puis je l'ai envoyé depuis des années au festival, aux différents vitrines, tu sais, puis ça marchait pas. On s'est dit, bon, au lieu d'aller trop vite, on va prendre l'étape où on va faire ça graduel, étape par étape, puis Granby en fait partie, puis après ça, on verra où est-ce qu'on en sera rendu, si on est à l'étape festival, tout ça. Ben là, vous avez passé une étape, si vous êtes demi-finaliste. Ouais, complètement. Oui, mais il faut... on s'emballe pas. Oui, non. C'est rien, c'est en demi-finale le 13 août. 13 août, ouais. Et si vous allez en finale, mais là, on l'espère. Ouais, on va visualiser ça. C'est là. le 18. Donc, quand vous serez en finale, le 18. Ouais. Et vous présentez quelle pièce? Les chansons qu'on joue, oui, bien sûr. Okay. L'ordre, c'est Neptune, donc c'est peut-être celle qui marche le plus en ce moment pour nous. Je pense que oui. Après ça, il y a une qui n'est pas sortie encore, mais je dis pas le nom encore parce qu'on n'est pas sûr. Une surprise. Ouais, à voir. Ouais. De toute façon, elle sort bientôt. Là. Elle sort pas si bientôt, mais en septembre. Vous faites quand même plusieurs chansons. Là. On en fait 3, ouais. Okay. Ouais. Puis la dernière, Danse électrique, qui est plus, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'est partie aussi l'idée de faire du disco punk. C'est très rythme carré avec des guides qui à la fin deviennent très rock. Et voilà. Puis je pense que vous avez un tour. Oui, le Neptune Tour depuis février. C'est un peu plus de 20 shows à date, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et on a entre autres, tu sais, ça a commencé à Toronto. 6 heures aller, 6 heures retour dans la même journée. Ça, c'était drôle. Quand on aime ce qu'on fait, c'est ça. On a la passion. Écoute, vous êtes plein de passion, vous êtes plein de couleurs. J'aime ça. Je suis sûre qu'un jour, ce sera plus que moi, mais ce sera une professionnelle qui vous interviewera parce que vraiment, bravo. Puis je pense que vous allez aller loin. Je suis certaine. Merci beaucoup. Et je vous dis bonne chance. Un gros... mot de Cambronne pour le festival. Puis on va aller vous suivre sur vos médias sociaux. Là. Tu sais, c'est quoi TikTok maintenant?
Ça va bien. Ah, j'apprends encore. Ben merci, puis bonne chance. Ben, merci beaucoup. Et à la prochaine. Allô, Caroline? Allô? Allô. Hey, là, tu t'en viens dans mon patelin avec ta chronique cette semaine. Tu nous parles de l'exposition Viens-t'en fêter à ma manière. Dans le fond, c'est les fêtes du Vieux-Saint-Eustache, dans le temps. Oui, exactement. C'est une exposition qui a été organisée par Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache, une exposition temporaire pour présenter justement ces fêtes-là qui se passaient de 73 à 81. Et donc, l'exposition va être présentée à l'espace muséal du manoir Globinski, plutôt, jusqu'au 11 mai 2025. Et c'est présenté tous les jours de 10h à 17h. Donc, on va voir des artefacts, des photographies, des vidéos, des témoignages aussi des gens qui étaient là pendant cette période-là, des années 70, dans le fond, dans les fêtes du Vieux-Saint-Eustache. C'est drôle parce que quand j'ai vu ton sujet, j'étais contente parce que ce que tu ne sais pas, je suis administratrice depuis 2 ans sur le conseil d'administration de Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache. Et j'habite à côté du Moulin-Légaré, fait que ça fait que c'est comme mon petit patelin. Et quand il est venu le temps de trouver des gens, c'est pas nous autres, là, j'ai aucun mérite d'avoir organisé ça, c'est l'équipe qui permanente. Est là, permanente, excuse-moi, qui est là, mais on se disait tout, tu connais-tu du monde qui était là dans le temps? Et c'est un petit village, hein, Saint-Eustache. Fait que ben oui! J'avais bien hâte de voir ça, puis je suis bien contente, dans le fond, que tu nous parles de ça, mais c'était quoi, les fêtes du Vieux-Saint-Eustache? Oui, bien, ça a été fondé, en fait, par Paul Tardy et Gilbert Gardner en 1973. C'était un grand événement populaire qui voulait, dans le fond, permettre aux résidents de Saint-Eustache, puis aux nouveaux venus aussi, parce que la ville se développait beaucoup rapidement, on voulait, dans le fond, leur faire connaître leur quartier, l'histoire du quartier, puis revitaliser le quartier aussi. Donc, le rendre plus animé, plus fréquenté. Donc, ça se passait sur la rue Saint-Eustache, entre la petite église Cabaret Saint-Eustache et l'église historique. Et donc, ça a été un succès instantané la première année. 16 000 participants se sont rendus là. Ça durait 1 semaine. Ah oui. Et il y avait des heures et des heures d'activité. Il y avait des artistes, écoute, ça va te ramener dans le temps, là, des artistes comme Monsieur Pointu. Bien là, ça me ramène très loin parce que j'étais dans ce temps-là, je naissais. Oui, moi aussi, je naissais moi aussi. Et Gilles Vigneault, il y avait un berceauton, des courses de boîtes à savon. Ah. On a fabriqué et fait déguster, dans le fond, de la gargote. Ça, c'est une soupe avec de la barbotte. Donc, il y avait toutes sortes de choses comme ça dans ces fêtes-là à l'époque. Ah, il me semble que j'aimerais ça. Tu sais, là, on a d'autres fêtes, là, mais oui, là, j'aimerais ça. Ouais, ça marchait très, très bien. Tu Ouais. as parlé de Gilbert Gardner. Oui. Et justement, il y a une salle au 2e étage de la maison... Du manoir Globinski. Moi, j'appelle ça le manoir Globinski, la maison de la culture. Oui. Au 2e étage. Et dans le fond, c'est en l'honneur du cofondateur. Exactement. Donc, il y a une salle qui porte son nom. Puis ça a été inauguré le 18 juin dernier. Donc, c'est très, très récent. Gilbert Gardner est arrivé à Saint-Eustache en 1964. Et puis, on l'a embauché comme organisateur pour les loisirs. La paroisse de Saint-Eustache l'a embauché pour ça. Ensuite, on a fusionné la paroisse et le village en 1972. Et là, il a été nommé le premier directeur, en fait, du socio-culturel. Donc, il devait organiser des activités culturelles et de loisirs pour les résidents. Et puis, il est devenu ensuite le coordonnateur des fêtes du Vieux-Saint-Eustache. Il a fait beaucoup de choses aussi. Il a supervisé la création de 2 films, d'une pièce de théâtre, d'un disque, d'un spectacle son et lumière à l'église, de 4 dépliants et de 5 diaporamas en lien avec le Vieux-Saint-Eustache. Donc, il aimait le Vieux-Saint-Eustache. Il a quitté son poste en 78, a quitté vers la politique, il a fait d'autres choses. Il habitait dans une maison patrimoniale depuis 1975. Il a continué d'habiter là, à Saint-Eustache. Il est décédé en novembre 2022, donc c'est quand même assez récent. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu lui rendre hommage en nommant une salle en son honneur. En son honneur. Ouais. Il en a fait des choses. Ouais. Fait que si on revient dans l'exposition, Viens-t'en fêter à ma manière, les fêtes du Vieux-Saint-Eustache, il doit y avoir des activités qui se rapportent à ça ou il y a seulement l'exposition? Il y a
expositions et il y a d'autres activités aussi, mais il y en a une qui a attiré mon attention parce que dans les années 70, début 80, j'étais jeune encore, mais je pense que j'avais commencé à collectionner des macarons. Dans ces années-là, les macarons, il y en avait. Et il y en avait de toutes les formes, toutes les couleurs. Bon, mais moi aussi, j'ai encore ma collection de macarons dans un vieux pot de, je sais pas quoi, une vieille botte à souliers. Et puis là, on peut apprendre comment faire des macarons. Bien, ça, c'est le fun d'amener ces enfants qui n'ont pas connu ça, de leur montrer vraiment comment fabriquer un macaron. Et puis là, on va découvrir aussi l'historique du logo des fêtes du vieux Saint-Eustache aussi. Je le sais même pas. Moi non plus, on va y aller. Il va falloir aller voir ça. Oui. Il y a aussi, ça c'est le fun, le Moulin Légaré qui ouvre ses portes gratuitement les premiers dimanches du mois. Donc, ça se termine le 1er septembre. Donc, il y a des visites commentées du Moulin Légaré. C'est le plus vieux moulin à farine qui est activé par l'eau, qui est encore en fonction en Amérique du Nord, qui n'a jamais cessé de marcher. Et par le fait même, les mercredis et dimanches à 11h jusqu'au 25 août, on peut apprendre à faire la fameuse galette. La galette de sarrasin avec la recette de Lucille Légaré, qui faisait partie de la dernière famille qui a été propriétaire du moulin. Alors, on peut faire ça pour seulement un petit 5 $. Ça, c'est agréable aussi. Ouais. Et on peut faire un petit village de Saint-Eustache en papier. Activité qu'on fait à 13h30 les mercredis et dimanches. Donc, il faut réserver parce que ça, c'est un petit atelier, donc il faut réserver sa place. Donc, on va, dans le fond, colorier, construire des maisons emblématiques de Saint-Eustache. On va en apprendre plus aussi sur l'histoire. Ah, c'est le fun. Oui, c'est vraiment super le fun comme activité aussi pour tout âge. Et finalement, il va y avoir une grande soirée un peu à l'image de ces festivités-là. Le 13 septembre, ça, c'est avant le Festival de la Galette. Et donc, dans les jardins du manoir Globinski, à partir de 17h, on va convier les gens, dans le fond, dans les jardins, à célébrer. Il va y avoir des musiciens d'époque. Il va y avoir aussi des artisans qui vont être là, des jeux d'adresse, de la nourriture et la galette. Évidemment, la bonne vieille galette. Donc, tout ça, pour toutes les infos, si vous voulez des infos supplémentaires, vieuxsainteustache.com, dans le fond. Ah, c'est le fun. Ouais. Vraiment, là, merci beaucoup parce que c'est mon patelin, puis je suis vraiment contente que tu sois venue parler de ça. Ça me fait Les gens plaisir. aiment ça, puis des fois, on le sait pas trop, mais là, tu viens de nous informer, puis c'est un rendez-vous à pas manquer. On va être là. En tout cas, moi, je vais être là, c'est ça. Oui, c'est exactement. Moi aussi, c'est certain que je vais aller explorer ça plus en profondeur. Bien, merci beaucoup, Caroline. Ça me fait à la plaisir. semaine prochaine. Bye bye. Ça me fait plaisir de te recevoir. Léa Julien, bonjour. Salut. Donc, toi, Léa, là, on voit, tu es écrivaine. Oui. Et ton premier livre, À bout de souffle, oui, est sorti quand? Il est sorti en automne 2023, en octobre plus précisément, suite à quoi j'ai fait vraiment les salons du livre de Montréal, de Québec. Ensuite, j'ai fait le salon du livre de Mirabel, de Sainte-Thérèse. Puis là, cette semaine, j'ai reçu l'invitation pour le salon du livre de Sherbrooke en octobre 24. Bien, bravo. On aime ça quand les gens réussissent. Oui. Dans le fond, toi, c'est une fiction? Oui. Mais inspirée quand même de ta vie à toi. De ma réalité, oui. Okay. Et est-ce que tu peux me dire un peu de quoi ça parle? Donc, en fait, on est avec Nala, 16 ans, qui va rentrer un soir en se sentant vraiment pas bien, puis va se réveiller pendant la nuit en détresse respiratoire à plus d'une reprise. Et inquiet, ses parents vont décider de l'amener à l'hôpital où, après plusieurs examens infructueux, va finir par avoir une convulsion qui va mener par la suite à un diagnostic d'épilepsie. Donc, on parle vraiment de l'épilepsie à l'adolescence. On passe par le choc de la nouvelle, le déni, tout le processus d'acceptation, la découverte de la maladie, mais aussi des effets secondaires des médicaments, jusqu'au retour à la réalité, qui est plus du tout la même. Donc, le rejet social, les difficultés scolaires, la discrimination en milieu de travail. Donc, et tout le processus d'émotion auquel Nala va devoir faire face pour trouver sa normalité à elle, puis être peut-être capable de s'accepter avec sa nouvelle condition et devenir la personne à laquelle elle aspire d'être.
Et j'aurais tellement... Là, j'ai plein de questions à te poser. Je vais essayer d'en poser une à la fois, là, mais parce qu'il y a des choses qui me faisaient réagir dans ce que tu as dit. Nala, attends une minute, toi. Ça c'est peut-être une inspiration parce que j'ai entendu dire... Tu vois, je sens que ça va être du coq à l'âne, cette entrevue-là, mais t'as tellement de... T'es très inspirante. C'est parce que je sais que tu aimes les princesses de Disney. Je suis vraiment grande fan de Disney. Et quand j'ai commencé ce récit-là, le premier nom que mes doigts ont tapé d'instinct sur le clavier, c'est Nala, qui s'avère être l'amoureuse de Simba dans Le Roi Lion. Et j'ai réalisé ça après coup. Donc, c'est vraiment un super drôle de hasard parce que je me disais, je donnerais pas un nom typique de princesse, genre Ariel ou Jasmine, puis ça fitait pas avec l'idée que je me faisais du livre. Mais c'est drôle parce que moi aussi, je l'ai réalisé en te le disant. C'est pour ça que je fais « Oh, attends une minute, là! Ouais. » Donc, Nala, dans le fond, c'est quoi le rapport avec toi? Parce qu'on dit que c'est une fiction, mais qui est inspirée de vrai. En fait, moi, j'ai toujours adoré la lecture. Depuis que je suis toute petite, avant même que je sache lire, j'adorais que ma mère me lise des histoires. Depuis que je sais écrire, je tiens des journaux intimes. Et très jeune, j'ai commencé à faire de l'épilepsie quand j'avais 4 ans. Et il y a 3 ans environ, j'ai eu une petite rechute, mais mon conjoint et moi, on venait d'emménager ensemble et je trouvais pas mon journal qui était dans les boîtes. Donc, j'ai décidé de sortir mon ordinateur puis de me mettre à taper dans Word. Et après ça, j'ai fait comme ça fait donc bien du bien. Pourquoi je continuerais pas sous forme de fiction? Peut-être que ça me permettrait de créer une histoire qui aiderait des jeunes comme j'aurais aimé qu'on m'aide à l'époque. Et donc, j'ai décidé de créer le livre que j'aurais voulu lire quand moi, j'étais adolescente, ce qui a été pour moi la période la plus difficile à traverser. Donc, oui, parce que tu parlais de rejet. Oui. Ça, c'est des choses qui te sont... Ça m'a fait réagir, c'est quand tu as parlé de ça. Oui, vraiment. Avec l'épilepsie, c'est une maladie qui est invisible. Hein? Donc, on subit beaucoup de rejet social, veut pas, par les adolescents qui voient que tu as de la misère à l'école ou que tu peux pas faire les mêmes activités qu'eux. Et donc, souvent, dès qu'ils comprennent que tu as une condition différente, surtout à l'adolescence, les ados sont tellement méchants entre eux. Ça peut être très dur de trouver ta place, d'essayer d'intégrer une gang, mais sans changer ta personnalité. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai tenu à véhiculer à travers un message d'espoir malgré tout dans À bout de souffle. Puis je pense qu'on le voit bien quand on lit le roman. Puis ce roman-là s'adresse à qui? À quel âge? C'est tout public, je dirais 10 ans et plus, vraiment. Du moment que tu es bon en lecture, c'est comme je disais, c'est des petits chapitres de 2-3 pages. C'est quand même écrit en gros caractères, donc il n'y a rien de trop posé. Puis c'est vraiment de la sensibilisation sous forme de récit, sous forme d'histoire sur ce qu'est la vie avec l'épilepsie, où on parle, oui, de la maladie, mais aussi des effets secondaires des médicaments, de la réalité vraiment au quotidien. Toi, tu disais que c'était depuis que tu avais 4 ans, depuis que tu es enfant, mais tu as fait Nala et l'a développé. Vraiment, Nala, elle le développe à l'âge de 16 ans. Puis ça a peut-être été le plus gros défi pour moi, inventer à Nala une vie sans l'épilepsie, dont elle doit faire le deuil dans le livre parce que, justement, elle l'avait pas avant. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai pas connu dans mes souvenirs. Donc, et on peut se le procurer où, ce livre-là? Soit avec moi via mes réseaux sociaux ou dans les librairies indépendantes ou encore sur le site des libraires ou l'Apothéose, qui est mon éditeur. Donc, les éditions de l'Apothéose. On peut aller te voir dans les salons du livre. Absolument. Oui. D'ailleurs, comme je disais, c'est ça. Il y a le Salon du livre de Sherbrooke qui est à venir. En octobre, puis le prochain aussi Salon du livre de Sainte-Thérèse où je vais être, dont la date est à venir bientôt. Comment tu te sens en tant que tu es autrice de ton premier livre, tu arrives dans un salon comme ça? Honnêtement, ayant eu le Salon du livre de Montréal comme baptême, c'était un rêve qui devenait réalité parce que depuis que j'ai 11-12 ans, je vais annuellement, religieusement dans les salons du livre de Montréal. Voir mes autrices favorites et de me retrouver de l'autre côté de la table, c'était comme un rêve qui devenait réalité. C'est vraiment fou l'effervescence qu'il y a là, l'énergie, le respect, puis
l'encouragement aussi qu'il y a entre les auteurs et de pouvoir échanger avec autant de lecteurs qui soit venaient l'acheter par curiosité ou qui justement l'avaient lu et venaient me dire « Oh mon Dieu, Léa, ça m'a permis d'ouvrir un dialogue avec mon jeune » ou « Ah, je me sens vraiment plus compris » et ça a aussi ouvert des portes à des conférences que j'ai pu faire avec des organismes. Oui, c'est vraiment. ce que j'allais te demander. Tu fais des conférences aussi, mais tu as un bel écrit, mais tu as aussi une belle parole. Merci. Donc tu fais ça, on des conférences. sent vraiment... moi, je vis un rêve là, en ce moment, vraiment, mais je me sens surtout très épanouie puis reconnaissante de ce que je traverse. Ça paraît. Donc, tu donnes ton histoire dans des conférences? Oui, je viens vraiment parler du processus d'écriture qui m'a mené à écrire à bout de souffle, puis comment l'épilepsie m'a mené à écrire ça et à travers la vie que je mène aujourd'hui pour essayer de sensibiliser les gens sur la cause puis montrer que tu peux, dans le meilleur des cas, avoir une belle vie puis mener un quotidien comme tout le monde. T'sais, on n'est pas si différents des autres. Mais évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui peuvent pas marcher, il y en a qui peuvent pas parler. Moi, je suis chanceuse à travers ma malchance parce que je suis très autonome. Mais pour ceux qui, comme moi, font de l'épilepsie et sont autonomes, ben, je veux montrer que on n'est pas différent de qui que ce soit, puis on veut être impliqué dans la société parce qu'on a le droit de l'être. Donc, tu t'impliques beaucoup. Oui. Et là, je vois le petit... ben là, je vois plein de mauve en avant de moi, là. Ben oui! Donc, j'imagine que c'est une couleur qui représente... un peu comme la lavande et la fleur qui symbolisent l'épilepsie. Oui, pour moi, c'était vraiment important que le mauve prédomine sur mon roman parce que c'est la couleur de l'épilepsie. Donc, je suis juste contente de comment ça sort... Mais c'est très beau. C'est vraiment très, très beau. Merci. Puis là, je ne l'ai pas lu, mais j'aurai probablement la chance de le lire. Et tu es très inspirante. Je te dis bravo parce que tu as décidé, toi, que ça te tentait de respirer, justement. Oui, parce que c'est tellement tabou. Comme sujet, l'épilepsie, tout le monde connaît le mot, mais peu connaissent la signification puis ce que ça implique. Puis je trouve que c'est important de démystifier ce tabou-là encore aujourd'hui. Je te félicite puis de faire connaître aux gens ton histoire au travers Nala. Donc, on se procure ce livre-là. On va te voir, Léa Julien, sur les réseaux sociaux. On peut taper sûrement à bout de souffle aussi. À bout puis de souffle. on va te trouver. Bien, bon prochain Salon du livre. Merci. Puis merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Merci à toi. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez aller sur le site web ou sur la chaîne YouTube de TVBL. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins Michel Corbeil.